Nous avons également 2 personnes à distance avec nous ce soir. Les chercheuses Catherine Desinge et Aurélie Desfriches, qui sont maîtresses de conférences aux universités Lyon 3 et Paris 8. Elles ont réalisé cette année une grande étude qui s'intitule Covid écran en famille. Elles vont vous expliquer l'impact que cette année a eu sur les usages numériques des jeunes et notamment les enjeux aussi de sensibilisation autour des réseaux sociaux. C'est elles qui vont débuter cette conférence. Catherine, Aurélie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Axel et pour cette présentation et votre invitation à cette conférence. Avec ma collègue Aurélie Desfriches-Doria, effectivement, nous avons conduit une enquête en 2020 qui porte sur les pratiques d'écran des enfants de 6 à 12 ans au cours du premier confinement. Cette enquête, elle porte sur une population de 1731 parents et 2604 enfants et elle est assortie d'une vingtaine d'entretiens téléphoniques. La majorité des personnes qui nous ont répondu sont des mamans et proviennent plutôt de milieux moyennement favorisés. Alors, pendant le temps scolaire du confinement, la consommation d'écran s'est multipliée avec un niveau moyen d'exposition quotidien de 7h16. C'est donc un taux d'exposition élevé qui se répartit en différents usages. Les principaux sont les usages récréatifs, et c'est sur la slide suivante, à hauteur de 2h52, c'est-à-dire que les enfants ont passé presque 3 heures par jour, soit à regarder du contenu audiovisuel, soit à jouer aux jeux vidéo. 2 heures par jour ont par ailleurs été consacrées aux usages éducatifs liés à la continuité pédagogique, avec bien sûr des différences selon l'âge et le niveau scolaire des enfants. Ce sont des usages particulièrement mal vécus par les parents qui ont estimé que les écrans étaient trop présents pour cet accompagnement scolaire. Il y a eu enfin des usages de consultation de contenu en ligne pour lire et s'informer et naviguer sur Internet à hauteur de 1h30 et des usages de socialisation à hauteur de 1h11. Ce sont ces usages de socialisation que vous allez voir sur la slide suivante qui nous intéressent. Ils ont en effet permis aux enfants d'être en interaction en ligne avec leur famille et leurs amis et de tous les usages que j'ai pu citer, les usages de socialisation ont été les plus appréciés des parents car effectivement, ils ont permis de maintenir le lien social avec la famille et les amis et de faire passer de l'affectif, du soutien et des paroles bienveillantes dans un contexte où on ne pouvait absolument plus organiser quoi que ce soit en commun. Ils ont également été vecteurs de solidarité entre interfamiliale ou intergénérationnelle. Une grand-mère pouvait par exemple faire les devoirs à sa petite fille sur Skype ou la promener virtuellement dans le jardin avec sa tablette. Durant ces échanges, certains dispositifs de communication ont été utilisés de manière préférentielle. Les réseaux sociaux n'ont finalement pas tellement été utilisés par notre population, même par les 9-12 ans qui n'ont eu recours au réseau que de manière occasionnelle. En revanche, les appels téléphoniques classiques et les applications mobiles de type WhatsApp ont largement dominé les échanges puisqu'environ 70% des 6-12 ans y ont eu recours de manière assez fréquente. Donc cette appropriation juvénile a été en fait insufflée par les parents qui ont confié leur propre téléphone à leurs enfants et par la même occasion leur ont fait découvrir les applications personnelles et professionnelles qu'ils avaient eux-mêmes l'habitude d'utiliser. Cette appropriation rapide sur la slide suivante et non préparée des dispositifs de communication en ligne par les jeunes a quand même suscité des usages problématiques car certains jeunes ont pour la première fois été confrontés à la gestion de groupes de discussion en ligne. Donc on a certains témoignages de parents qui révèlent par exemple le fait que des enfants qui voulaient au départ juste s'amuser et découvrir les nouvelles fonctionnalités d'une application comme WhatsApp ont pu dériver vers des contenus vulgaires et des insultes qui ont été source de problèmes et de conflits et qui ont nécessairement nécessité l'intervention d'un adulte. On a d'autres parents qui nous ont confié que le phénomène de harcèlement dont était victime leur enfant à l'école s'était déplacé sur WhatsApp, générant des troubles et du mal-être chez l'enfant victime et obligeant ses parents, pour le protéger, à le retirer du groupe de discussion en question et donc à l'isoler socialement, ce qui n'est bien sûr pas souhaitable. Autrement dit, certains aspects de notre étude montrent qu'il est très problématique, voire dangereux, de laisser les enfants interagir sur les écrans sans qu'ils aient été au préalable accompagnés dans leurs usages, c'est-à-dire sans qu'ils aient été sensibilisés, voire éduqués en amont au code de communication en vigueur.
Alors, avec ma collègue Aurélie Desfriches-Doria, on milite vraiment pour une éducation aux médias à la source, donc à partir de l'école primaire, car c'est dès le plus jeune âge que se révèle l'enjeu d'une éducation aux écrans et aux interactions en ligne. Ces interactions vont se multiplier et se complexifier avec l'entrée des enfants dans l'adolescence et la recherche plus importante de sociabilité en ligne. Il est donc important que les jeunes soient armés le plus tôt possible. Et je laisse ma collègue Aurélie Desfriches-Doria vous présenter les enjeux de cette sensibilisation aux écrans connectés. Merci Catherine. Donc en effet, aujourd'hui, les écrans sont surtout des écrans connectés qui ouvrent à une grande diversité de contenus, qui donnent un accès facilité à des apprentissages de nature diverse, mais aussi à des rencontres. Ce que nous voulons mettre en avant, c'est que ces écrans relèvent d'une économie de l'attention qui fonctionne et fait du profit grâce à nos données personnelles. La captation de nos attentions, un peu comme du temps de cerveau disponible, entre guillemets, s'organise grâce à des stratégies portées par des algorithmes dont on évalue l'efficacité et la qualité de ces algorithmes du côté des plateformes, les GAFAM, en fonction de leur capacité à nous maintenir connectés ou à faire en sorte que nous nous connections souvent avec, par exemple, des systèmes de notification et des types d'algorithmes particuliers. Donc ce sont des logiques d'audience appliquées comme dans les médias traditionnels avec médiamétrie, mais équipées de tout l'arsenal de calcul de nos identités numériques liées aux traces que nous laissons derrière nous à chaque interaction avec un écran connecté, traces qui sont reliées entre elles grâce aux connexions entre applications, grâce aux cookies et autres systèmes de traçage des parcours en ligne, comme Google Analytics par exemple. Cette économie, qui est aussi un écosystème, évolue en permanence du point de vue des outils, des algorithmes, des politiques des plateformes, des contenus et des usages. Ce qui rend le fait d'avoir une connaissance à jour de cet écosystème encore plus compliqué. On pourra consulter le blog affordance.info d'Olivier Scheid, chercheur en sciences de l'information, pour s'instruire sur ces sujets. Une fois ce cadre posé, on comprend qu'il faudrait demander aux enfants et aux adolescents d'avoir conscience que potentiellement rien ne sera effacé ou très difficilement au prix de démarches qui peuvent être lourdes, voire incertaines. Donc que potentiellement rien ne sera effacé et au pire, si quelque chose doit disparaître, la meilleure stratégie pourra consister à noyer le contenu sous d'autres contenus. Il faudrait donc imaginer qu'ils sont en mesure, les enfants et les adolescents, de gérer leur identité numérique sur un long terme alors qu'ils ont encore beaucoup de choses à découvrir et à expérimenter pour devenir adultes. Il faudrait également qu'ils comprennent ce qu'est une donnée personnelle et comment elles sont protégées ou pas par des lois comme le RGPD. Ce programme ambitieux ne peut se réaliser sans l'appui, sans le relais, sans les explications au quotidien des parents. Et cet apprentissage empirique et permanent devrait aussi tenter d'apprendre aux enfants à gérer les relations en ligne. Donc, éduquer pour émanciper dans le domaine du numérique, c'est viser des compétences d'esprit critique tout au long de la vie pour les enfants et aussi pour les parents. Donc, ce sont des connaissances sur cet écosystème numérique et des compétences techniques pour mieux circuler et mieux se protéger. Il s'agit donc de cultiver la prudence sur les réseaux, ce qui correspond aussi à ce que l'on apprend aux enfants à appliquer dans la vie quotidienne. Pour autonomiser les jeunes avec les écrans, on vise à leur apprendre à gérer le temps d'écran, à comprendre les formes variées de contenus qu'ils rencontrent sur le web et à garder en tête cette dimension économique mais aussi écosystémique du numérique qui trace pour calculer, pour capter nos attentions et pour mieux vendre des produits. En conclusion, apprendre aux enfants à gérer les écrans, c'est sur la slide suivante, apprendre aux enfants à gérer les écrans, du point de vue du temps, c'est aussi faire d'autres activités, donc du sport, des jeux, des activités culturelles, s'ennuyer. Du point de vue des contenus, c'est décoder les contenus, les émetteurs, les stratégies éventuelles des émetteurs, leur logique médiatique, d'audience, les fake news, les complotismes et les raisonnements circulaires associés. Du point de vue de l'économie numérique, c'est cultiver la prudence, protéger sa vie privée, prendre en compte la mémoire des réseaux, ne pas tout exposer et profiter des avantages de l'anonymat possible sur les réseaux. Du point de vue des relations, c'est accompagner pour expliquer ce que l'on voit d'une personne en ligne n'est pas nécessairement la réalité. Veiller à faire acquérir la distance tout en cultivant la confiance en soi qui participe de l'esprit critique. S'il y a un doute, c'est justifié. Il faut chercher l'autonomie et la régulation adaptée, c'est-à-dire que la privation peut aussi priver les enfants et les adolescents de liens sociaux avec leurs pairs et produire des effets d'exclusion. Enfin, les écrans présentent heureusement aussi des avantages, l'accès aux connaissances, le partage d'expériences, des possibilités d'apprentissage. Je vous remercie pour votre attention et Catherine aussi. Merci.
Merci Aurélie, merci Catherine. Donc cette étude a permis d'apporter des éléments très concrets pour se rendre compte que les enfants finalement, plus tôt, cette année, se sont retrouvés à utiliser des services numériques, des réseaux sociaux, des messageries qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude d'utiliser. Donc ils les ont exposés finalement aux enjeux des réseaux sociaux bien plus tôt.